Bienvenue à cette toute nouvelle édition. J'espère que vous allez bien. On est à quelques semaines du temps des fêtes et espérant que les préparatifs vont bon train chez vous. Et justement, on fait appel à votre générosité avec la grande guignolée des médias qui s'est passée tout récemment le 2 décembre. Mais ça se poursuit, hein? Tout le mois de décembre. C'est des dons également, des denrées non périssables qui vont aller aux Lavalloises et Lavallois qui sont dans le besoin. Comment les acheminer? Eh bien, c'est le guignolée.ca et vous avez tous les détails. Et merci aux organismes également qui travaillent très, très fort sur le territoire lavallois ces jours-ci pour meubler les tables des gens qui sont dans le besoin sur le territoire lavallois. Sur une note un peu plus légère, on aura toute une belle émission avec, entre autres, Steve Bastien qui est, lui, en charge d'un nouveau programme pour les artistes noirs et aussi ceux qui sont membres de la communauté LGBTQ+. Vous allez en apprendre un peu plus loin. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma. Peggy Belland viendra nous présenter sa chronique bien-être. Aussi, Valérie Deslandes, encore une fois, viendra nous parler et démystifier le domaine de l'hypnose. Aussi, Sarah Maud viendra nous partager des façons de pouvoir bonifier et agrémenter notre temps des fêtes sur le plan des photos, ces croquis qui restent mémorables dans nos souvenirs du passé. On veut en créer de nouveaux cette année avec la photo. Et aussi, Mme Élise Hervatin, qui est professeure de Qigong. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le Qigong? Vous allez l'apprendre dans quelques minutes. Je vous souhaite une très bonne émission. Le Québec à l'ouvrage, 100 ans en 100 photos, c'est un ouvrage que vous pouvez justement vous procurer ces jours-ci dans toutes les bonnes librairies. Et j'ai l'occasion d'en parler par le truchement de la technologie, évidemment, avec l'auteur, M. Yves Desjardins, journaliste également de formation. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour. Content de vous jaser. Et pourquoi, tout bonnement, d'avoir fait ce livre-là, tout d'abord? Parce qu'il faut quand même dire que ça met en évidence donc les syndicats, soit la Confédération des syndicats nationaux, entre autres, là, la CSN, peut-être communément mieux connue des gens. Là. Bien, tout à fait, parce que l'occasion, puis l'événement, c'est que cette année, en 2021, la CSN célèbre son 100e anniversaire. La centrale m'a approché, en fait, il n'y a pas si longtemps, mais c'était juste avant le début de la pandémie, donc en décembre, j'essaie de me remémorer en décembre 2019, parce qu'on a vécu le premier choc de la pandémie en mars suivant, et ils avaient aimé d'autres livres que j'avais écrits auparavant. Et ils cherchaient, ils ont plusieurs activités évidemment pour leur centenaire, mais ils cherchaient à mettre en valeur leurs archives. Et effectivement, l'histoire de la CSN, c'est beaucoup l'histoire du Québec, puis c'est une centrale syndicale qui a un fonds d'archives très riche, qui n'avait pas été suffisamment exploité. Alors, c'est un peu la genèse du projet. Oui, puis il faut dire au départ, c'était la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'histoire de la CSN, c'est beaucoup aussi faire l'histoire du Québec depuis 100 ans. Et ça montre vraiment l'évolution non seulement du mouvement syndical, du mouvement ouvrier au Québec, mais de toute la société québécoise, parce que la CSN a été créée par l'Église catholique. Et si l'Église catholique a décidé aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, de s'impliquer à fond dans le mouvement ouvrier, c'est qu'il y avait déjà un mouvement ouvrier important, non seulement au Québec, mais en Europe, en Amérique du Nord. Et l'Église s'inquiétait du fait que les syndicats ouvriers dominants alors au Québec étaient ce qu'on appelait des syndicats internationaux, c'est-à-dire des syndicats venus des États-Unis, qui étaient surtout puissants dans les métiers spécialisés. Et l'Église y voyait l'influence de la pensée laïque, sinon socialiste. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la dimension nationaliste, si vous voulez, qui est au cœur de l'identité de la CSN depuis les débuts, parce qu'ils voyaient ces syndicats de métiers d'origine états-unienne comme des syndicats étrangers, et ils disaient les travailleurs canadiens français ont besoin de syndicats à eux. Alors, il y avait vraiment non seulement une dimension religieuse, mais aussi une dimension nationaliste. Oui, puis la façon de faire du syndicalisme...
à cette époque-là, est-ce que c'était par des manifestations? Parce que je n'ai qu'à penser à M. Duplessis, son gouvernement de l'Union nationale, qui intervenait massivement, tu sais, les fameuses lois du câble et tous les lois cadenas, tout ça qu'il y a eu dans les années 40, on n'a qu'à penser au conflit avec les mines, entre autres. Donc, il y a eu plusieurs conflits entre, par exemple, les forces policières et politiques et avec les syndicats dans les années 40 essentiellement, là. D'ailleurs, ces années-là, les années du premier ministre Maurice Duplessis, donc la période qui va grosso modo des années 1940 au début des années 1960, pour les raisons que vous venez d'expliquer, ça a contribué à rapprocher les syndicats catholiques et les syndicats internationaux, justement parce que la politique très clairement opposée aux syndicats du gouvernement Duplessis a fait que des syndicats qui auparavant étaient ennemis ont eu à s'unir pour se défendre. Et ça émerge beaucoup pendant les années 50. Au début, les syndicats ouvriers, aujourd'hui, leur incarnation contemporaine, c'est l'autre grande centrale syndicale québécoise, la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, avait tendance à considérer les syndicats catholiques comme des syndicats jaunes, des syndicats qui prônaient la collaboration avec les patrons. Ce qui était d'ailleurs en partie vrai. L'Église prônait la réconciliation entre le capital et le travail, mais quand les conflits de travail se sont beaucoup politisés, entre autres à cause de l'attitude du premier ministre Duplessis, on pense à la grève de l'amiante en 1949 qui est célèbre, on pense aussi dans les manufactures de textiles, une grève tragique à Louisville en 1952 où Duplessis a envoyé la police provinciale créer littéralement une émeute. Les policiers ont ouvert le feu sur les grévistes, il y a eu plusieurs blessés graves. Ben, d'une certaine façon, les syndicats catholiques ont dû mettre de l'eau dans leur vin. Leur idéal de réconciliation avec le patronat en avait pris pour son vin, mais ça a contribué à rapprocher les différentes composantes du mouvement syndical au Québec. Et du gouvernement d'avoir une paix un peu, bon, je vais le dire comme ça, sociale, parce que dans les années 60, quand même, il y a eu le gouvernement de M. Lesage, il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu une contribution des syndicats pour bâtir le Québec. On ne peut le nier, qu'on soit pro ou contre les syndicats. Je pense que dans l'accélération vers la modernité du Québec qu'on connaît maintenant, mais qu'il y a eu en amont par les jeunes baby boomers et la société des années 60-70, c'est sûr que les syndicats y ont contribué. Bon, il y a eu mauvaise presse à certains égards avec les années 70, avec la SECO, entre autres. Là. Ce serait long et on n'a plus beaucoup de temps pour résumer cette chose-là, mais je veux quand même prendre le temps de vous poser cette question. Avec toutes les recherches que vous avez effectuées en faisant cet ouvrage-là, qu'est-ce qui reste de ces valeurs-là syndicales de nos jours pour vous, selon votre perception? Ben, comme historien, on aime bien avoir du recul sur les événements, mais il y a une chose qui est quand même assez évidente si on compare le mouvement syndical des années 1960 jusqu'aux années 1980 à celui d'aujourd'hui, c'est que pendant toute la période qui a suivi les années Duplessis, le mouvement syndical s'est d'abord vu un partenaire. C'est-à-dire qu'au début de la Révolution tranquille, dans les années 60, il y a plein de réformes que le mouvement syndical revendiquait, comme l'assurance maladie, comme l'éducation beaucoup plus accessible. Il y a plein de réformes qui sont finalement accomplies. Mais ça a basculé assez rapidement, entre autres à la CSN peut-être plus qu'ailleurs, parce que la CSN est devenue la centrale où les cols blancs, les nouveaux syndiqués du secteur public québécois en pleine expansion sont surtout allés à la CSN. Alors l'État était plus seulement le partenaire qui faisait des réformes, puis on le voit encore aujourd'hui, c'était aussi l'État patron qui dictait les conditions de travail. Et dans les années 70, la CSN avait une idéologie beaucoup plus proche de ce qu'on appellerait la lutte des classes, le syndicalisme de combat. Donc, ce qui dominait dans le discours, c'était l'affrontement avec l'État au service des boss. Aujourd'hui, le mouvement syndical est loin d'être seul. Alors, la voix du mouvement syndical, si on a l'impression qu'elle est moins forte, c'est parce qu'elle est accompagnée par les voix de beaucoup d'autres mouvements sociaux qui ont émergé. On pense à l'altermondialisme, on pense au féminisme, on pense à l'écologie. Alors que dans les années 60, dont vous parliez, le mouvement syndical occupait un plus grand espace parce que tous ces mouvements-là n'étaient pas encore aussi forts qu'aujourd'hui. Puis c'est un peu le mouvement syndical qui reprenait à son compte les revendications progressistes. L'autre aspect qui a changé, c'est que dans les années 80, il a émergé tout un discours qui associait le syndicalisme à l'État-providence, à un État obèse, que les syndiqués étaient des privilégiés.
Alors, le mouvement syndical a dû composer aussi avec un discours qui disait c'est pas vrai que le mouvement syndical est progressiste. Très intéressant. Merci beaucoup, M. Desjardins, de nous avoir parlé. Merci. Merci pour l'invitation. On va vous parler d'un tout nouveau programme et très intéressant et je suis très content de pouvoir l'accueillir. C'est un acteur également, intervenant psychosocial, consultant en diversité et inclusion LGBTQ+, et groupes racisés. Et en plus de ça, il a habité Laval, il a fait son secondaire dans Vimont. Ça, c'est encore plus important. C'est Steve Bastien qui est là. Salut! Salut Alain. Content de te retrouver, mon cher. Et puis, là, tu es là pour nous présenter un tout nouveau programme qui, donc, s'intitule le nouveau programme, donc, Être noir et LGBTQ+, au Québec. Dis-moi ce que c'est et pourquoi il a été mis sur pied. Génial. Ça va me faire plaisir d'expliquer ça à toi et aussi à tout le public lavallois. Alors, la Fondation Fabienne Collat est une fondation qui a plein de festivals de films à travers le Canada. C'est né à Montréal, mais on est maintenant à Halifax, Toronto, Calgary, Vancouver, et on fait la promotion des films, des documentaires et des courts-métrages faits et réalisés par des Noirs, des personnes noires. Et là, ce nouveau programme-là, il a pour but, donc, être noir, LGBTQ+, au Québec, lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer. OK. Des fois, il y a un I, intersexe. Donc, la communauté gay, homosexuelle et noire aura 5 jeunes, des nouveaux cinéastes, des artistes émergents ou qui sont rendus à mi-parcours, vont avoir l'opportunité d'être encadrés par des comédiens, des artistes, des professionnels, réalisateurs. Je t'interromps, Steve. Qu'est-ce que ça veut dire à mi-parcours? À mi-parcours, ça veut dire qu'ils ne sont pas si jeunes que ça. Okay. Ils ne sortent pas du cégep ou de l'université, ils sont rendus un peu dans la trentaine et donc, ils ont déjà réalisé. Donc, toi qui as 28, t'es à mi-parcours. T'as raison, t'as tout compris. C'est bon, parfait. Je te laisse continuer parce que, dans le fond, c'est pour donner accès aux artistes noirs qui ont peut-être pas des fois des tribunes ou c'est peut-être plus difficile pour eux d'avoir accès à certaines tribunes, justement. Tout à fait, Alain. Et là, il y a une double stigmatisation. On est, parce que je suis moi-même un artiste noir depuis 28 ans. Donc, c'est des artistes noirs et membres d'une communauté LGBTQ+. Donc, je te fais un aparté, Steve, parce que tu es toi-même à même de bien pouvoir exprimer être noir, faisant partie de la communauté LGBTQ+. De quelle façon, pour toi, ça a été difficile sur ton chemin de pouvoir avoir accès à des instances financières, peut-être, ou à créer? Est-ce que toi, tu as vécu des injustices, discrimination sur ton parcours? Ben, Alain, c'est une très bonne question. Moi, les injustices, c'est un grand mot. Je suis comédien depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé à Laval, d'ailleurs, à Sainte-Rose. Une difficulté, c'est qu'on typecast. Ça veut dire qu'on nous met dans une catégorie de rôle. Je fais 6 pieds 2, je suis assez baraqué, j'ai joué longtemps. T'as une grosse voix. J'ai une grosse voix, une belle grosse voix. Et donc, j'ai joué des bandits, des doormen, des bandits, quelques polices. Non, police, pas tant que ça. Gardien de prison. Beaucoup dans ma vingtaine. Et je trouve que c'est une image. Là, ça a changé. Oui, mais 40... Est-ce que le travail qui a été fait, qui semble, en tout cas, du moins, on en voit plus dans les publicités, à la télé, dans les séries, dans le cinéma au Québec, au Canada aussi, est-ce que ça bouge réellement? Je comprends qu'il en reste encore à faire, mais est-ce que ça a beaucoup changé depuis les tout débuts que tu as commencé? Ça a changé, mais pas beaucoup, pas assez. Nous sommes en retard sur le reste du Canada. Il a fallu que la génération qui me succède, les 20-30 ans, disent « c'est assez, là. On est là. On a des formations. On sort des écoles. On veut tout jouer. » Un acteur peut jouer un papa gay ou straight, peut jouer un prof, un médecin. Et le Québec a encore de la difficulté à nous sortir des rôles
des rôles secondaires. Et pourquoi? Et pourquoi, selon toi, le Québec? Je vais terminer. Oui. Ah oui, ben, parce qu'il y a une génération au pouvoir, c'est mon analyse, les baby boomers et plus, qui ne connaissent pas la diversité. Et certains en ont peur. Et tandis que les jeunes, ta génération et les jeunes du milieu collégial auprès desquels j'ai travaillé pendant 20 ans, ils ont grandi avec, à TV, sur Internet, leurs amis. Fait que cette génération-là, j'ose le croire, va, et le fait déjà, engagé en publicité, en film, ailleurs, en animation, des gens de la diversité, j'aime pas le mot, mais des Québécois de toute origine. Exactement. Et de toute orientation sexuelle aussi. Aussi, précisons-le. Oui, puis... qu'un gay... Vas-y, continue, complète. Je suis un homme gay. Et j'ai joué des personnages dont on ne connaît pas l'orientation. J'ai joué un médecin à la TV. J'ai joué dernièrement, c'est dans la quarantaine qu'on m'a donné des rôles, tranquillement, des rôles différents. Et dans un film, Ego Trip, avec Patrick Huard et Guy Jodoin, j'étais un personnage haïtien. On connaissait pas son orientation sexuelle. Donc, ça change. Mais j'ai aussi hâte de jouer des hommes gays. J'ai hâte de voir un couple de femmes amoureuses, lesbiennes, noires. On est rendu là. Ou hispanophones. Ou moi jouer un personnage qui a un chum blanc. Tu comprends-tu qu'on soit là partout? Bien, présentement, il y a une publicité qui est sur les ondes de télé. Je me rappelle plus de quelle. De toute façon, on n'est pas là pour faire la publicité de ce produit-là. Mais c'est 2 femmes qui sont lesbiennes, mais blanches. Ben oui. Donc, on est pour, évidemment, que ce soit la communauté LGBTQ, mais ce sont des blanches. Donc, je comprends très bien ce que tu nous évoques. Et là, il nous reste peu de temps, mais si on veut avoir plus d'informations sur ce programme, s'il y a des artistes noirs à l'écoute qui font partie également de la communauté LGBTQ+, qui aimeraient participer à ce que tu nous as dévoilé, c'est où et quand et comment on peut s'inscrire? Bien, je veux leur dire d'abord que la diffusion de leur court-métrage et documentaire va se faire en février 2022, qui s'en vient, dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, dans 4 festivals, je crois bien. Festival du film Black à Toronto, à Halifax, le Festival Massimadi à Montréal, Imagination à Montréal, Fondu au Noir à Montréal, ça fait-tu 1, 2, 3, 4, 5? 5 en plus. Nous cherchons au moins 5 artistes émergents. Il y a de l'encadrement, vous ne serez pas tout seul. Et puis, il y a une portée un peu partout au Canada. Vos œuvres vont être vues, entendues, aimées. Et puis, donc, il faut aller sur le site de la Fondation Fabienne Collat. Collat, c'est C-O-L-A-S. Donc, fabiennecollat.org // être, trait d'union, noir au féminin, trait d'union, LGBTQ, trait d'union Québec. Voilà. Hey, merci beaucoup, c'est Steve Bastien. Merci, Alain Huppé. Alex Trudel. Oh, excuse, Alex Trudel. Pas grave. Hey, je t'aime pareil. Ah, moi aussi. Je t'embrasse. Merci à toute l'équipe de votre télé, puis au plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir. Hey, à bientôt, Steve. Merci. À bientôt. Salut. Bye. Ciao. Bye. Est-ce que vous connaissez le Qigong? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, vous allez comprendre ce que c'est dans les prochaines minutes avec Mme Élise Hervatin, qui est lavalloise et qui est professeure justement en Qigong. Bonjour, Mme Hervatin. Bonjour, Alexandre. Content de vous accueillir. Peut-être expliquer la genèse, parce que c'est d'origine chinoise, le Qigong, donc peut-être expliquer les origines du Qigong, parce que ça date de plusieurs millénaires. De plusieurs millénaires. On dit qu'il y a peut-être 4 à 5 000 ans, on a trouvé dans certains endroits en Chine des dessins qui reproduisaient des silhouettes en mouvement. Et là, on s'est mis à faire des recherches là-dessus, puis on a vu que chaque mouvement correspondait à un bien-être que ça procurait à l'intérieur. Puis là, on a fait des études, des recherches, on a vu qu'il y avait des livres dans lesquels était expliqué à quoi servaient ces mouvements-là. Et puis finalement, on a découvert que c'était la longévité qu'on cherchait à conserver, en tout cas la longévité, à étirer le plus longtemps possible. Donc, c'était des exercices de santé. Donc, est-ce que ça peut s'apparenter à du tai chi, par exemple? Oui.
Parce que dans les vidéos, on voit des gens, des fois, qui sont en groupe et qui font certains mouvements debout. Donc, peut-être nous expliquer ce que c'est, parce qu'il y a aussi plusieurs variantes de Qigong, finalement. Oui, exactement. Autant aussi au niveau du Tai Chi. Si on regarde un peu la différence entre le Tai Chi et le Qigong, donc c'est la même origine, c'est chinois. Les deux sont considérés comme des exercices pour entretenir la santé. C'est sûr qu'on espère vivre le plus longtemps possible, mais là, on n'ira pas jusqu'à l'immortalité. Mais en fait, ces deux exercices-là se ressemblent beaucoup dans les mouvements. Dans les Tai Chi, il y a certaines familles, il y a 5 grandes familles. Dans les Qigong, on part tous des mouvements traditionnels qui se sont déclinés jusqu'à 3000 sortes. Ah oui? Qigong. Donc, il y a des Qigong qui sont faits pour spécialement les tendons, les muscles et les tendons, pour travailler certains organes du corps aussi. Donc, on y va avec toute la philosophie aussi de la médecine chinoise, les méridiens et tout ça. Donc, c'est très vaste. Hein? Oui. Il y a énormément d'applications avec le Qigong. Il n'y a pas seulement que le physique qui est abordé, c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain état d'esprit pour pratiquer, je pense, le Qigong, et certains évoquent un état de méditation qu'on aborde, de spiritualité également à travers le Qigong, je pense. Oui, on peut aller jusque-là. En fait, il y a des gens qui commencent à pratiquer le Qigong parce que ça leur fait du bien. Parce qu'au niveau, là, ils se sentent détendus, ils sentent qu'ils ont plus de flexibilité, ils respirent mieux. Puis à un moment donné, on arrive à un état où si on se sent tellement bien qu'on fait les mouvements, c'est comme une danse, c'est comme une méditation en action. Et à la fin, on est tellement relax qu'on pourrait être assis là pendant 3 heures de temps, pas se rendre compte que le temps est passé. Oui. Ça fait vraiment beaucoup de bien, profondément. Est-ce que c'est comme une forme de transe? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que ça peut s'apparenter à ça? Ou... Bon, je dirais peut-être pas jusque-là. Okay. Par contre, on est dans un état d'esprit vraiment très détendu. C'est sûr qu'il y en a qui vont pousser un peu plus loin dans la spiritualité, mais le but premier n'est pas vraiment nécessairement d'aller là, à moins que c'est ce qu'on recherche. On peut le trouver, ça, c'est ça. Donc, zénitude, les bienfaits. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits également qui sont rapportés quand on pratique le Qigong de manière quand même assez récurrente? Ou, Oui, il faut que ce soit une pratique régulière si on veut avoir des résultats comme n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'on va se sentir beaucoup plus tranquille à l'intérieur, ça c'est clair. Donc, au niveau de tout ce qui découle quand on est fatigué, hein, ce qui ne fonctionne pas. Alors, on va mieux dormir. Au niveau des fonctions vitales de l'organisme, tout va beaucoup mieux. Okay. Donc, c'est sûr, quand on est calme, le sommeil, la concentration, l'équilibre, l'harmonie du corps, l'harmonie des pensées aussi. Donc, on est moins dans notre tête, on est plus relax. Littéralement, puis dans une pandémie qui, des fois, nous amène des idées un peu plus noires, ça peut être libérateur de pratiquer le Qigong, justement. Est-ce que c'est un mouvement, ça prend un essor? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui ici, par exemple à Laval, au Québec, qui prennent part à ces disciplines-là? Oui, bien, c'est drôle. Le Qigong, il y a peut-être 20-25 ans, c'était populaire. Puis après ça, c'est tombé dans l'oubli. Il y a eu d'autres techniques comme le yoga, il y a eu plein de choses qui sont sorties, qui se sont développées beaucoup plus. Et là, on dirait que le Qigong revient un petit peu plus en force. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui offrent la formation de professeurs de Qigong, donc ça explique aussi peut-être pourquoi on en a un peu moins qui est proposé. Ça fait beaucoup de bien. Bien, je comprends. Et est-ce que c'est tout le monde qui peut faire du Qigong? Dans le sens que des fois, certaines personnes ont peut-être moins physiquement, sont peut-être moins en forme. Est-ce que donc c'est ouvert à tout le monde? Ouvert à tous, vraiment à tous. Même j'ai des gens qui pratiquent, qui sont en chaise roulante. Ah oui? Qui sont en fauteuil roulant, qui sont en mobilité réduite. Tout peut se faire assis, on peut faire debout les mouvements, même à la limite. J'ai déjà donné des cours à des gens qui revenaient d'opérations, qui étaient allongés, alités. Il y a des mouvements qu'on peut faire, il y a des respirations qu'on peut pratiquer qui vont grandement aider à peut-être donner une guérison un petit peu plus rapide. Okay, donc, on renforce notre système. C'est intéressant tout ça. Puis donc, on peut le faire à la maison, soi-même, se prendre un moment dans la journée pour pratiquer le Qigong, finalement. Là. Oui, effectivement. C'est sûr que la pratique de groupe, c'est sûr qu'on en a été coupé pendant quelques mois avec la pandémie. À cause de la pandémie, oui. C'est ça. Mais les pratiques de groupe, c'est ce qu'il y a de mieux quand même parce qu'on partage aussi quelque chose. Hein? Si on fait ça tout seul à la maison, on est peut-être moins encouragé, on est peut-être moins constant dans notre pratique. L'été, on en profite, on en fait dehors dans les parcs.
Donc, ça, c'est extraordinaire. On est en connexion avec la nature. J'ai l'impression que oui. Puis, est-ce que ça dure? Est-ce qu'on peut, si on est coupé un peu parce que dans le sens qu'on n'a pas le temps, est-ce qu'on doit le faire 10, 15, 20 minutes, 1 heure pour que ça vaille la peine, par exemple? Ou... Bien, ça peut être un 20 minutes. Si c'est un 20 minutes qui est vraiment bien fait avec toute notre présence, c'est parfait. Si on dit, ah, là, il faut que je fasse mon Qigong, j'ai 1 heure, c'est sûr que ça ne sera pas aussi efficace, comme n'importe quoi, là, mais un 20 minutes, c'est parfait. Par jour, c'est pas beaucoup, puis ça fait énormément de bien, ça part bien la journée, en tout cas. Mais donc, vous êtes professeur, oui. Donc les gens peuvent évidemment vous écrire pour avoir davantage d'informations. Oui. Là, présentement, ça se donne en groupe, là, maintenant, avec les gens qui sont vaccinés, les gens qui, oui. J'imagine, ça prend ça, donc pour pouvoir réintégrer un groupe comme ça. Là. Exactement, ça a repris depuis septembre. Donc, il y a plusieurs endroits où j'offre des cours. C'est toujours là où l'on peut avoir l'information, c'est au Centre de santé Les Quatre Chemins. Ça, il y a l'information que vous aurez... juste au bas de l'écran au moment de se parler. Ah, bon, c'est parfait. Alors, c'est là que les gens peuvent avoir l'information, où suivre les cours, comment s'inscrire et tout ça. Allez vous informer, allez sur les plateformes pour avoir davantage ce que c'est le Qigong. On peut aller voir sur YouTube, là, je veux dire, on tape Qigong et vous allez voir de plus près ce que c'est, évidemment. Donc, cette discipline, moi, je vais le dire comme ça parce que oui. Je trouve que ça a l'air vraiment inspirant, vraiment ressourçant également pour aimer le yoga. J'ai déjà fait du tai chi également. Alors, je me promets sincèrement de l'essayer éventuellement. Ça serait bien. Merci beaucoup, Mme Hervatin, d'être venue nous en parler. Merci, à bientôt. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Je suis très content de l'accueillir. Elle est de retour, notre chroniqueuse Valérie Deslandes, propriétaire de sa propre clinique d'ailleurs, Global Hypnose et hypnothérapeute. Salut! Salut Alex! Évidemment, l'hypnose, on va décortiquer pourquoi l'hypnose, pourquoi avoir recours à l'hypnose, mais peut-être aussi dire d'emblée que c'est mal connu, je pense, le domaine de l'hypnose également. Très peu connu et en plus de ça, mal connu, la majorité des gens ont encore peur de l'hypnothérapie. Est-ce que c'est mal perçu aussi à certains égards, non? Non, je pense plutôt que les gens ont peur tout simplement, les tabous. On travaille fort à les défaire. Il en reste encore un peu. Les gens ont besoin de vérifier pour croire qu'est-ce qu'on dit, ce qui est correct à la base. Ils sont les bienvenus de venir vérifier ça. En fait, ce qui est mal connu de l'hypnose, c'est que, particulièrement de l'hypnose humaniste qu'on pratique chez Global Hypnose, c'est qu'en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de cheminer en étant plus conscient à travers de la thérapie plus rapide? Parce que l'hypnose est reconnue comme thérapie très brève, seulement quelques rencontres sur un gros sujet. Est-ce que c'est ça aussi qui peut s'avérer des fois des gens qui sont sceptiques, compte tenu que souvent on s'imagine, on sort d'un décès d'un proche, on a un deuil, on a quelque chose de dur dans notre vie, puis on pense que ça va prendre plusieurs étapes, par exemple auprès d'un psychologue ou autre ressource qu'on va chercher pour s'en sortir. Est-ce que c'est ça également qui fait que les gens doutent de peut-être les bienfaits que ça peut apporter? Bien, c'est certain que ça peut être difficile à croire dans certaines situations qu'on peut s'en sortir rapidement. D'une manière ou d'une autre, en hypnose, ça apporte des outils complets, uniques, sur mesure, qui fait que la personne peut aller vers son objectif plus rapidement. Parce que même si on soulage des symptômes, Alex, l'objectif pour l'humain, c'est toujours d'aller mieux. Oui. Et nous, on arrive à voir ça avec des résultats instantanés qui a comme un pourcentage du malaise qui a été apaisé, donc de l'objectif qui a été atteint. Quel est le pourcentage dans l'implication de la personne pour arriver à bon port, à être complètement, là, on peut dire, soulagé? Est-ce que ta partie à toi, tu sais, un 80-20, je sais que ça peut être différent selon les cas, mais règle générale? Règle générale, je dirais que le client est 100% responsable de son rétablissement. L'idée, c'est d'avoir un hypnothérapeute compétent, connaissant, qui va devenir un bon guide. Un client qui n'est pas motivé, tu as beau avoir le meilleur thérapeute au monde, Alex, ça le fait pas. Oui, ça, c'est sûr. Puis quand on pense au développement, justement, puis aux changements qui peuvent être détectables, observables, c'est prouvé par la science. Oui, l'hypnose humaniste, c'est appuyé sur la science, c'est crédible, c'est rassurant. C'est une manière vraiment douce de bien fonctionner, de bien cheminer, parce que c'est une science qui repose sur le symbole. Donc, on a besoin de l'imagination, de la visualisation. Et comme on travaille en symbolique, on n'attaque pas directement la souffrance. C'est pas
quelque chose de difficile à faire, l'hypnose, pour se soulager? Je l'ai essayé, puis j'en avais un petit peu partagé certains éléments dans une chronique antérieure. Puis, tu sais, ce que je peux ramener quand tu parles de symbolique, c'est vrai, tu sais, j'ai pas braillé, j'ai pas pleuré, j'ai pas non plus eu de mal en sortant, au contraire. C'était bénéfique. C'est un sentiment de bien-être qui nous envahit et ça a été très rapide et c'est resté aussi pendant plusieurs jours, plusieurs semaines aussi. Donc, j'étais sceptique, oui ou non, dans le sens que je pensais pas que ça allait être aussi rapide, là. Et sans dire que j'étais sceptique, mais quand même, j'avais une petite réserve et au contraire, ça a été bien instantané. Ben oui, puis ce qui explique que ça a duré dans le temps, c'est qu'on travaille en symbolique. C'est-à-dire que c'est le langage du cerveau. Quand on arrive à changer le symbole, on arrive à se transformer intérieurement. C'est ça. Donc, on change, comme tu dis, le symbole, c'est le côté négatif, on le change en positif. On se reprogramme. Oui, exact. Moi c'était un soleil. Oui. Un gros... Mais je me rappelle. C'est un beau symbole, le soleil. Oui, oui. Bien, c'est un gros soleil et on est... Puis pour peut-être expliquer aux gens, là, on est pleinement conscient quand on fait notre hypnose. On se souvient de tout. Je me souviens de tout ce qui s'est passé, de ce dont les choses que tu m'as dit, par exemple, pour intervenir, pour être capable de me guider également. Oui. Donc ça c'est probant, là, c'est vraiment intéressant comme expérience. Ne serait-ce que juste aller voir, puis peu importe qui, une ressource du même genre, là, pour moi, je trouve que c'est une expérience à vivre. Oui, c'est important de savoir, par contre, que l'augmentée de conscience, l'auto-hypnose par la symbolique, c'est en hypnose humaniste que ça se passe. OK. Ouais. Et les différentes, peut-être autres hypnoses, c'est quoi, il y en a d'autres. Il y a l'hypnose ericksonienne, qui est extrêmement populaire au Québec, celle même que je pratiquais avant. Il y a l'hypnose holistique, l'hypnose, il y en a qui disent hypnose thérapeutique, il y en a qui disent hypnose spirituelle. Il y a toutes sortes de nouveaux termes qui sont arrivés. Il y a la nouvelle hypnose aussi. Tous les autres types d'hypnose, à part l'hypnose humaniste, travaillent en dissocié, c'est-à-dire que la personne se dissocie d'elle-même. Nous, on fait le contraire. On associe les gens pour qu'ils travaillent dans une plus grande conscience, pour qu'ils s'en souviennent, pour qu'il y ait un outil personnalisé. T'sais, nous, on ne lit pas de texte. On a un cadre, un protocole, bien sûr. On voyage à travers des techniques qui ont fait leurs preuves scientifiquement. Prouvées, exactement. Mais on ne lit pas, ce qui fait qu'on est en hypnose conversationnelle et humaniste à travers la philosophie, la symbolique. On travaille en équipe. C'est ça qui fait que c'est plus rapide. OK. Ouais. Et tu nommais, entre autres, une de celles que tu pratiquais avant. Oui. Ericksonienne. Ericksonienne. Et pourquoi comment justement tu as opté pour humaniste? Ben oui, en fait, Danny Labrec, le professeur et propriétaire de l'école d'hypnose, qui travaille avec nous chez Global Hypnose, qui est devenu un bon grand partenaire d'affaires là, pour amener les gens vers la meilleure place possible. Quand il m'a fait connaître l'hypnose humaniste, je suis devenue plus performante en bureau et j'étais déjà, moi, très performante. Ça allait très bien, mes affaires. OK? Puis là, j'ai connu ça, puis mes interventions, en 1 heure, mes rencontres devenaient comme 500% meilleures. Ah ouais, à ce point-là? J'ai été très impressionnée. Pendant quelques mois, j'ai testé ça et ensuite, j'ai fait faire le virage à toute mon équipe. Je me suis pas trompée, ils sont tous devenus beaucoup plus performants aussi. OK. Intéressant tout ça. Évidemment, à l'approche des fêtes, je pense que, tu sais, parce que moi, personnellement, j'arrive en décembre, arrive, puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont à l'écoute présentement. On a vécu une dure année. Il arrive un moment où est-ce qu'on fait le bilan de l'année. On veut peut-être s'offrir un moment de répit ou de possibilités nouvelles avec l'arrivée de la nouvelle année. Souvent, on se dit, c'est un nouveau départ, on veut régler nos problèmes, nos choses. Alors, pourquoi pas y aller avec... En tout cas, c'est moi qui le recommande. C'est pas personne qui me paye pour le dire. Ça a été salvateur pour moi. Je suis persuadé que ça peut l'être aussi pour les gens qui sont à l'écoute. Un grand merci. Merci Valérie d'être passée. À bientôt. Elle est de retour! Oui, me voilà! Salut, Peggy! Hey, je veux qu'on prenne le temps vers la fin de l'émission, on va parler de ton émission sur notre antenne. Oui! On va en parler, mais juste avant, ton sujet aujourd'hui, c'est en lien avec la fin de l'année. On est à quelques semaines de la fin de l'année, le temps des fêtes qui est à nos portes.
Et c'est souvent un moment où on réfléchit à notre année, à ce qu'on veut plus, à ce qu'on veut garder, à ce qu'on aimerait aussi avoir peut-être dans nos vies, les objectifs également qu'on aimerait réaliser pour la prochaine année. Oui, puis il y a des outils qu'on peut mettre en place. Et j'avais vraiment envie de vous parler du tableau de visualisation. En anglais, là, peut-être que les gens connaissent plus le terme, c'est Vision Board. C'est un outil que j'ai déjà utilisé et qui fonctionne quand on le met en pratique. Puis ça a l'air bien compliqué à faire, mais en plus, c'est prouvé en neurosciences. Je sais que toi, tu en as déjà fait un. Oui. Bien, ma question, avant qu'on aborde, est-ce que toi, ce que tu avais fait, ça s'est matérialisé? Est-ce que concrètement? Fait. Ah oui? Tout à fait. En fait, moi, ce que je fais normalement, c'est que je me pose des questions puis je vais y aller dans les grands angles de ma vie. Exemple, en amour, à un moment donné, j'avais mis une photo de ça il y a 2 ans, de Céline puis René. Bon, j'ai trouvé cute, c'est un couple que j'aime, j'ai mis ça. J'avais mis une photo de la Floride, par exemple. J'avais mis une photo tout à fait de vêtements ou de produits de beauté parce que je me disais, ben je veux représenter une marque québécoise. J'aimerais ça être vraiment en amour, être bien en amour, avoir une stabilité amoureuse. Puis la Floride, je me disais, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Ben les 3 se sont matérialisés. Ça n'a pas pris 2 ans, ça a pris 2 ans, pas juste 1 an, par exemple. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'un vision board, il faut quand même être indulgent. Tu sais. Si, exemple, on se met comme objectif financier d'avoir 1 million de revenus, je vous le souhaite que ça se concrétise en 1 an. Mais des fois, notre vision board, moi, je pense qu'on peut l'avoir pour plus qu'une année. Il faut être réaliste puis patient. Puis toi, est-ce que ça s'est réalisé? As-tu une autre question? Non, mais ça se peut que ça n'ait pas fonctionné, mais il faut poser les jets. Est-ce que tu le regardais 3 minutes par jour? Non. Et voilà. Donc, il y a vraiment des techniques. OK, 3 minutes par jour. Je m'engage et je le dis, ça va être sur ruban, mais image. Si on est rendu ailleurs en 2021, bientôt 2022, mais je te jure, je vais l'essayer. OK. Puis je vais le faire pendant 3 minutes, puis on s'en reparle dans 1 an. Parfait. Et ça, là, j'adore ça. Marché conclu. Et d'ailleurs, pour vous dire comment ça fonctionne, c'est que ce tableau-là est prouvé en neurosciences. Ça veut dire que le cerveau, Alex, a de la difficulté à faire une distinction entre la réalité et qu'est-ce qu'on projette. Donc, le fait de prendre une image mentale de ce qu'on veut, on détrompe notre cerveau. D'ailleurs, c'est ce que font les athlètes quand ils performent. Ils font une image mentale de leur performance. Et même, j'ai été patineuse artistique et j'ai remporté les championnats québécois en patin avec ça. Je me visualisais sur le podium, bon, vraiment tous les jours. C'est un conditionnement. Donc, c'est vraiment faire une impression dans son subconscient de ce qu'on veut. Donc, c'est intéressant. C'est pas juste quelque chose que je vous dis ce matin qui n'est pas prouvé. Et il y a aussi la fameuse loi de l'attraction. Oui, aussi. Donc, la loi de l'attraction... Moi, j'y crois à ça. Ça, c'est assez incroyable. On souhaite des choses. Le nombre de coïncidences... Tu sais, je veux dire, quand c'est rendu que ça survient, il y a plein de choses qui surviennent. Ça peut plus être juste des coïncidences. Moi, en tout cas, j'abonde dans ton sens. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, en fait, c'est qu'on ressent ce qu'on veut vivre. Exemple, vous rêvez d'aller à Punta Cana. Beaucoup de monde doit en rêver en ce moment. Donc, vous visualisez être sur la plage, vous entendez la mer et on dit que ça, on l'envoie dans l'univers puis les vibrations nous reviennent. C'est vraiment un exemple. Sinon, tu peux te mettre l'oreille dans un coquillage, tu peux entendre la mer. Bonne idée. Il faut toujours... Soit-il qu'il faut avoir été à Punta Cana déjà. Effectivement. Donc, le tableau de visualisation, en fait, c'est qu'on synthétise nos objectifs, puis il y a des questions qu'on peut se poser. Et quelles sont ces questions-là? Oui, il y en a 2 principales. D'ailleurs, on pourrait peut-être les poser comme tu vas faire ton tableau. On va le faire. Donc, quelle serait ma vie idéale, puis qu'aimerais-je accomplir? Donc, cette année. Toi? Moi, cette année, je veux une stabilité dans ma vie professionnelle. Parce que j'ai tendance à m'étourdir. Moi, je suis une fille de projet, j'aime aider les gens. Donc, je me suis dit que j'allais me concentrer vraiment sur certains objectifs pour y aller plus, en profondeur. Parce que j'ai tendance à dire oui facilement, donc je m'éparpille un petit peu. J'y arrive, mais toujours en étant un petit peu épuisée. Donc, ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Puis ma vie idéale, bien, ce serait vraiment d'avoir un rythme de vie sain. Là, j'ai commencé, plus de caféine, pratiquement plus d'alcool, plus de thé. Ah ouais? Oui, ça fonctionne. Je trouve ça très difficile. Mais d'avoir vraiment mangé mes 3 repas par jour, mes petites collations, je te dirais, ça va être sur mon vision board, c'est sûr. Tu m'en reparleras ça aussi dans 1 an, dans cette même conversation qu'on aura. Tout à fait. Moi, je te dirais être capable d'atteindre mon objectif de faire un demi-marathon. J'ai déjà
fait quelques pas. C'est le cas de le dire, j'ai déjà fait quelques pas, c'est-à-dire en me dotant d'un entraîneur qui me suit. Donc, déjà là, c'est pas mal l'idéal. Et aussi, je te dirais qu'en amour, ce sera un défi de bâtir une relation stable et qui est durable surtout. Tu n'avais pas une copine? J'avais une copine il y a un certain temps de cela. De retour sur le marché. De retour sur le marché, officiellement. Vous le savez. On fait une annonce. On mettra mon numéro de téléphone au bas de l'écran dans les prochaines minutes. Non, c'est pas vrai. J'adore ça. Ouais. Une stabilité amoureuse. Une stabilité amoureuse, oui. mais je pense que c'est est-ce que c'est parmi les gens que tu connais et ce que toi, par le passé, que tu as mis sur ton vision board ou le tableau de vision, peu importe, on va le franciser rapidement comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus probantes en termes de résultats? C'est-à-dire, exemple, tu fais des vœux d'amour ou sur le plan professionnel. Est-ce que ça s'est avéré plus propice à la réalisation dans certains domaines que tu as remarqué? Oui, bien, à court terme, moi, je voulais vraiment... Ça s'est passé. Je voulais vraiment être plus proche de mes enfants. Mais tu sais, c'est quelque chose de quand même, vous allez dire, facile à concrétiser, mais passer plus de temps en famille, mais pas toujours. Mais le fait, je vous le dis, le truc, c'est ce qu'Alex n'a pas fait, c'est vraiment de le regarder 3 minutes par jour et de l'avoir à un endroit où il est accessible. Sinon, j'ai déjà fait ça dans le passé, mais ça, j'étais vraiment plus jeune. J'avais fait un cahier où là, j'imprimais, mettons, des photos. Puis là, le cahier, je pouvais le regarder plus facilement. Comme un scrapbook, parce que des fois, peut-être qu'on n'est pas toujours au même endroit si on voyage ou peu importe. Fait que je me disais aussi de le faire dans un cahier peut être une super belle option. C'est très personnel. Des fois, moi, je connais quelqu'un, une de mes amies, elle le cache quand... tu sais, elle le met dans sa chambre, mais quand il y a de la visite, elle le met dans son garde-robe parce qu'elle ne veut pas que ses objectifs soient dévoilés, parce qu'elle se dit ça porte malheur un peu. Non, c'est pas malheur. Je pense que c'est un bon truc, Alex, que tu dis, parce que souvent, on peut avoir des objectifs farfelus, tu sais. Puis les gens peuvent nous décourager. Fait que je pense que le Vision Board, c'est quelque chose qui est très personnel. Puis tu as tout à fait raison. Le fait de partager ça, ça peut soit nous décourager. Les gens vont dire, bien, le tirer en couleur. C'est genre avoir une Porsche. Je dis n'importe quoi. Il y en a pour certains, ça peut être d'avoir une voiture de luxe, par exemple. Mais là, les gens vont dire, ben non, tu ne l'auras jamais, ta voiture de luxe. Mais je vais vous déjouer. Peut-être que vous pouvez la gagner dans un jeu télévisé. Moi, il y a des choses que j'ai eues dans ma vie, Alex, que je n'ai pas achetées, là. Tu sais, il y a des choses, je me disais, c'est impossible que ça m'arrive. Là, je cherche un exemple, puis finalement, je l'ai gagné. Tout simplement, on me l'a donné. Exact. Donc ça aussi, ça se peut, là. Vous pouvez gagner un concours. Tu as fait une vision, tu avais fait la vision préalable pour l'avoir aussi. Oui, c'est assez incroyable. Il me reste même plus de temps, mais nomme-moi le nom de ton émission. Mon émission, c'est Être. Être, donc, et c'est sur notre antenne à quelle journée de la semaine? Oui, le dimanche après-midi. Donc, Être, on reçoit toujours des invités. On vous inspire à être mieux dans votre vie. C'est important en 2022. Exact. Et je veux terminer avec une citation de Bouddha qui résume bien Bouddha, quand même. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Merci à toi. Merci, Alex. Joyeux temps des fêtes, d'ailleurs. Oui, toi aussi. Elle est ambassadrice pour Nikon Canada, photojournaliste également. Mon amie que j'adore, Sarah Maud, qui est là. Salut! Salut, Alex. Là, on est dans la période au moment de se parler de party de bureau numérique ou en présentiel. Mais tu as d'ailleurs, au moment de se parler aussi hier, été shooté, je vais me permettre, donc un party de bureau. Oui. Comment ça se passe dans cette nouvelle réalité qui est la pandémie, le retour des parties de bureau cette année? Bien, en fait, c'est super intéressant que tu me poses la question parce que moi, personnellement, je fais presque plus de party de bureau. J'en ai fait en début de carrière et tout ça, mais je le fais encore pour des clients que j'aime bien, tout ça, qui sont le fun et tout. Donc, c'était la première fois que je retournais de faire un party de bureau. Peut-être, ça faisait 3 ans la dernière fois que j'en avais pas fait. J'en avais fait un. Et j'ai vraiment vu une différence, ne serait-ce que pour les masques et tout ça. Puis, dans mon cas, hier, c'était dans un restaurant, dans une salle. Donc, tu sais, le cocktail, tout le monde avait son masque. Donc, pour prendre des photos des gens partant... Tu baisses ton masque, tu prends ta gorgée, tu remets ton masque. Mais tu sais, il y a des moyens d'y arriver. Donc, c'est ça aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler parce que, justement, les Noël arrivent, les parties de bureau, on est dedans. Quand la chronique va sortir, on va être là-dedans.
Donc, je me suis dit que ça serait bien qu'on en discute. Puis, je voulais amener des trucs, justement, pour les gens qui veulent prendre des photos dans des parties de bureau. Parce que c'est ça, là, il y a une réalité, que ce soit dans un restaurant ou dans une salle qui est un peu plus privée, là, on va le dire comme ça. Donc, il y a des possibilités pour les gens, mais comment réaliser en temps de COVID une photo là, idéale, puis peut-être favoriser le travail, aider le photographe ou la photographe qui est là? Bien, en fait, déjà, tu sais, par exemple, c'est pas tout le monde qui engage des photographes. Donc, par exemple, si tu veux faire des photos avec ton cellulaire ou si tu as ta propre caméra, j'ai des petits trucs qui sont bien pour organiser des parties de bureau. Par exemple, dans un bureau, parce que souvent, c'est ce qui se fait maintenant cette année, c'est que ça se passe dans les bureaux. T'sais. Donc, par exemple, la première chose à faire, c'est un bon truc pour garder une certaine distance, c'est le boys band. Ce que moi, j'appelle le boys band, c'est, par exemple, tu prends 5 personnes en photo, mais tu les disperses à... Mettons, t'en mets 3 en arrière debout avec une petite attitude, puis t'as eu en avant plus posé. Un peu, c'est ce qu'on appelle un boys band, comme dans les pochettes d'albums. Oui, donc ça, c'est une bonne manière de faire des photos de party de Noël qui soient le fun et vivantes, pas juste posées. Parce que des fois aussi, il y en a qui ont des masques. Oui, mais justement, ça, c'est mon deuxième point. OK. Tu sais, le masque, des fois, c'est un party de Noël. Donc, on peut peut-être trouver des masques à l'effigie de Noël, tu sais, avec des reindeer ou peu importe, c'est un mot anglophone. Le nez rouge. Le nez rouge et tout ça. Et en même temps, tu sais, l'autre option aussi, c'est un photobooth. Ça marche toujours. Oui, mais ça, un photobooth, j'ai l'impression que ça fait 15 000 ans que ça existe. Ouais. Ça s'essouffle pas, non? Bien, non, ça s'essouffle pas. Les gens adorent ça. Ils viennent, il y a quelqu'un derrière une caméra qui prend la photo. Tu sais, il y a des accessoires. Tu peux garder 1 mètre, tu peux y aller tout seul. Tu sais, tu peux être avec ton conjoint, mais des fois, c'est plus rare dans les parties de bureau. Mais non, ça, on dirait que ça s'essouffle pas. OK. Non. Par contre, les gens partent souvent avec les accessoires et ça, c'est un problème pour les photographes. Oui, c'est ça. Oui, ou des fois, les accessoires sont un petit peu toutes défaites. Oui. Ils sont un petit peu brisés durant la soirée. Mais c'est ça, mais des fois, peut-être en partie de Noël, en temps de COVID, c'est bien de dire aux gens d'amener leurs accessoires. Comme ça, bien, il n'y a pas d'échange qui se fait aussi, au niveau du toucher. Là. Puis sinon, un autre truc, parce que ça, c'était par exemple des trucs pour le bureau, mais comme hier soir, par exemple, j'étais dans un restaurant, donc c'était à air ouverte. Beaucoup de tables posées, on est tous assis les uns les autres. Et là, dans ce cas-là, il y a d'autres trucs pour faire des photos. Lesquels? Par exemple, quand tout le monde est assis sur une table longue, puis toi, tu es là avec ton cellulaire, mais c'est sûr que les premiers, tu vas les prendre assis. Ensuite, ceux au milieu, tu les prends un peu à genoux, puis ceux au fond, debout. Donc, tout le monde reste à sa place. Donc, tout le monde peut ne pas avoir de masque. Et on peut avoir des photos de tout le monde, par exemple, pendant un party de Noël, ou les saisir à table, les prendre en photo à table quand ils parlent et des choses comme ça. Tu vas voir le profil quand même de chaque personne aussi. Là, oui, mais des fois, tu peux faire un call, tu peux te dire « Hey, salut, hey, gang, regardez-moi », tu sais, ou peu importe. Créatif malgré tout. Oui, mais là, on parle toujours dans le cellulaire ou avec une caméra, par exemple. C'est sûr qu'aussi, l'option, c'est d'aller dehors. Oui, la lumière est différente aussi. Là. La lumière est différente, mais il y a toujours moyen de faire des photos un peu nocturnes qui soient le fun. C'est sûr que ça va toujours mieux avec une caméra qu'avec un cellulaire, là. Mais ça peut être bien pour ça parce que justement, tu es dehors, tu peux être un peu plus proche, tu peux avoir du fun. Pareil, souvent, les gens vont sortir fumer aussi, ça existe encore. Donc, tu amènes tout ça, puis tu fais des photos à l'extérieur qui... En fait, tu amènes le party un peu dehors, mais tu le retournes en dedans après. Puis tu sais, quand on évoque, entre autres, ton party d'hier que tu as couvert, là, pour le client en question, puis dans un restaurant ou dans une salle, des fois, l'éclairage, c'est pas toujours l'idéal d'un endroit à l'autre, on va se le dire. Là. Comment tu arrives à optimiser le résultat de tes photos, que ce soit avec une caméra comme celle-là ou bien un téléphone cellulaire que j'ai ici? Bien, je vais te répondre très simplement, c'était mon 3e point. L'idéal dans les 2 cas, que ce soit en bureau ou en restaurant, c'est d'engager un photographe. c'est vraiment ça l'idéal si tu fais des photos. Moi, j'avais un flash hier. Donc, je bandais. C'est le terme anglais. Anglais, oui. En fait, la lumière rebondissait au plafond, puis ça me permettait d'avoir un éclairage plus lumineux, tout en gardant l'ambiance du party qui était des lumières, des jaunes et tout ça. C'était super cute. Donc, c'est vraiment ça. Si tu es en cellulaire, c'est sûr que le truc, c'est... Il n'y en a pas vraiment. Puis même des photos au flash, je te dirais que c'est pas beau. Donc, l'idéal, quand tu n'as pas de lumière, c'est vraiment de dire aux gens de ne pas bouger parce que c'est ça. Mais ça enlève du mouvement puis de l'énergie à une photo, oui, parce que souvent, c'est flou. Donc, ça peut être intéressant, mais ça ne fait pas des photos très nettes, tu sais. Donc, alors que là, avec un photographe, c'est sûr que tous ces moments-là sont faits. Oui, puis on a encore un petit moment, puis là, il y a un peu de neige qui est tombée cette semaine, il y en aura de plus en plus dans les prochaines semaines. Comment capitaliser, comment se servir de la lumière qui... Parce que, tu sais, avec la neige, le soleil, il y a un contraste, là. Donc, comment... Ça, tu parles en plein jour? Oui, en plein jour. Mais si on veut prendre des photos... On est toujours dans le thème du party de bureau? Bien, si on fait... Bien oui, si c'est un party
partie de bureau qui se fait 2 jours. Parfois, il y a des gens qui font leur partie de bureau l'après-midi. Oui. Ça peut être un repas. Donc, on veut aller à l'extérieur, prendre une belle photo de toute l'équipe. Oui. Comment s'assurer de bien se servir de la lumière avec la neige, le reflet? Des fois, ça peut être plus difficile. Bien, généralement, c'est comme dans tout. Dans toutes les conditions, la neige peut être utile, en fait, parce que c'est un réflecteur. Mais donc, si jamais la lumière est vraiment trop forte puis que la lumière du sol est trop forte parce que ça fait des cernes, puis on dirait que tout le visage est à l'envers, en fait, dans sa lumière. Dans ce cas-là, c'est de lever les personnes, tu les approches pas du sol. Mais le secret, c'est de toujours photographier un peu à l'ombre. Que ce soit devant une fenêtre à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, tu photographies à l'ombre. Donc, s'il y a du gros soleil, tu trouves un coin d'ombre pour pouvoir photographier les gens. Ça, c'est vraiment un truc. Là. On peut aller voir ton Instagram, tout ce que tu fais. Récemment, tu as fait des jalouses et des jaloux, mais peut-être plus des jalouses avec Tyler Toffoli, qui est un des meilleurs joueurs du Canadien de Montréal. Bientôt, Cole Caulfield, qu'on pourra peut-être voir. C'était pas censé le savoir, mais oui. OK, bon. Au moment que ça va être diffusé, il n'y aura pas de problème. On verra, de toute façon. Okay. Mais non, c'est ça. Oui, éventuellement, Caulfield sera dans mes prochains photoshoots. Mais non, c'est ça. Je devrais sortir les photos, d'ailleurs, de Toffoli demain, à mon avis, sur Instagram. Ouais. Okay. Demain, qui sera dans... Il sera bientôt. Il sera déjà diffusé. Il sera déjà diffusé quand ça sera sorti ici, oui. T'es très sympathique, Toffoli, oui. Ah, vraiment adorable. Vraiment, le contact est super bien passé. Patient, gentil. Ah, mais marié, ça. Non, mais à marié. Ça enlève rien à la valeur. Non, je le sais, mais à marier dans le sens de l'expression, dans le sens que c'est un gentilhomme. OK, moi, je pensais que tu me disais marié. Oui, marié. Oui, marié. Non, mais à marier, parce qu'il est gentil, parce qu'il est... donc... Non, puis patient, puis vraiment très généreux de sa présence, puis à l'écoute aussi. Oui, beaucoup. Puis, n'oubliez pas, je fais un aparté du Coquille, mais on parlait de party de bureau, Opération Nez Rouge. Oui, aussi, absolument. Aussi également. Un grand merci, Sarah Maud. À très bientôt, joyeuse fête aussi. Toi aussi. C'est un classique du cinéma des années 80, 84, 89, Ghostbusters. Vous avez sans doute Bill Murray en tête ou la chanson de Ray Parker Jr. également. D'ailleurs, qui a joué pour ouvrir cette chronique-là, on l'a encore en tête. Ça te tente-tu de la chanter, moi, Nicolas Vincent-Poirier? Ah, je te laisse y aller. Ah, Ghostbusters! Non, OK, je me rendrai pas là, mais par contre, je vais solliciter tes talents de cinéma et de connaisseurs, de critique, avec ce nouveau film de Ghostbusters qui arrive depuis quelques temps là, déjà au cinéma. Ghostbusters Afterlife qui était censé être au cinéma en 2020, mais bon, la COVID est arrivée, le film a été repoussé. Et mon Dieu, ça fait au moins, ça fait pas loin de 30 ans qu'on attend une suite digne, disons, par rapport aux 2 premiers Ghostbusters. Est-ce que c'est digne, justement? Est-ce que c'est digne? Oui, c'est digne. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que le réalisateur Jason Reitman, qui est né à Montréal, eh bien, c'est le fils de Ivan Reitman qui, lui, a réalisé les 2 premiers Ghostbusters, et même que Jason Reitman, petit, a eu un petit rôle dans un des films Ghostbusters, donc il a été présent sur le plateau tout jeune. Et bon, il a poursuivi l'œuvre de son père avec celui-ci. Et ce film-là, c'est vraiment un hommage à Ghostbusters. Est-ce qu'on sent aussi ce souci du détail et de reprendre l'œuvre dans un respect, une continuité? Oui, parce que, mettons, pour ceux qui ont vu les 2 premiers, pas celui de 2016, je parle. 2016, c'est mauvais et ça n'a rien à voir, là. Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il l'a mentionné, Jason Reitman, il n'y a aucun lien entre ce film-ci et celui de 2016. Ça s'appelle Ghostbusters Afterlife, on peut appeler ça Ghostbusters 3 et c'est à peu près la même chose, là. Et oui, il y avait un souci de garder un peu la même esthétique que ceux des années 80. Et entre autres, il y a beaucoup d'effets, d'effets spéciaux qui ne sont pas faits par ordinateur. Ce qu'on voit, disons, de moins en moins aujourd'hui. On regarde les films de Marvel, puis tout est fait derrière un écran vert ou à peu près. Dans ce cas-ci, on utilise beaucoup plus de vrais effets spéciaux. Et d'ailleurs, le budget de 75 millions, oui, c'est beaucoup d'argent. Mais ça semble peu pour un film hollywoodien, par exemple. Oui, c'est vraiment pas tant que ça. Et le premier Ghostbusters a coûté environ 30 millions de dollars à faire. Pour l'époque, c'était mirobolant. C'était énorme, là. Indiana Jones, on était dans les 20 quelques millions de dollars aussi dans ce temps-là.
Donc là, d'arriver à un budget de 75 millions, mais le film ne se passe pas à New York, contrairement aux autres. Ça se passe en Oklahoma, dans un petit village. Et ce qui est important de mentionner, c'est que Harold Ramis, celui qui interprète Egon dans le film, il est décédé en 2014. Donc, on n'a pas pu, évidemment, le ramener dans l'histoire. Mais on suit sa famille, sa fille et sa petite-fille qui vont hériter de sa maison, parce que le personnage, au début du film, il décède, il hérite de sa maison dans un petit village en Oklahoma. Et là, là, il y a des choses étranges qui vont commencer à se passer. Et là, c'est un film qui laisse place à la nouvelle génération de Ghostbusters. Et je te dirais que depuis Ghostbusters 2, on essaie de trouver une solution à ça, parce que c'est très populaire, Ghostbusters. Il y a eu des cartoons Ghostbusters, les jouets se sont vendus comme ça se peut pas. Mais quand on essaie de faire un troisième, ça a tellement été compliqué parce que Bill Murray, après le deuxième, lui, il voulait plus rien savoir de ça. Et là, il y avait eu des rumeurs, il ne reviendra pas, je vais revenir. Tout ça était dans l'air depuis plusieurs années, là. Ah ben oui, puis même que d'ailleurs, pendant très longtemps, Bill Murray ne voulait pas revenir. Et là, ils se sont dit, bien, on sait comment on va faire ça. On va soit qu'on change le personnage ou qu'on le fait en... Bill Murray, son personnage est décédé, puis c'est une espèce de fantôme. Et bien, finalement, c'est pas tout ça qui est arrivé. C'est Harold Ramis qui est décédé entre-temps. Et pendant un certain temps, on pensait amener Chris Farley, qui est décédé en 97 dans la franchise, Chris Rock, Ben Stiller, pour interpréter des nouveaux personnages. Et bon, finalement, on laisse place à une nouvelle génération dans ce film-là. On tend le flambeau. Tu as parlé de Marvel, Paul Rudd. Paul Rudd. Avec Ant-Man, qui fait Ant-Man peut-être pour ceux qui vont le replacer. Paul Rudd, il est vraiment bon dans ce film-là. Vraiment, là, c'est un film pour tous ceux qui sont nostalgiques de Ghostbusters. Vraiment, ce film-ci est parfait. C'est un film qui fait du bien. C'est un feel-good movie, en quelque sorte, nostalgie. C'est un feel-good movie. Puis ça ressemble pas du tout à celui de 2016, disons. Ah non, mais... 2016, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux? On est dans une ère de blockbuster et maintenant, les films coûtent tellement cher que oui, c'est toujours mieux de faire un film que les gens connaissent déjà, basé sur quelque chose qu'on connaît. Et Ghostbusters, il y a un énorme potentiel, mais on a tellement disons, raté la cible en 2016. Là. Mais je pense que les gens se sont mépris aussi. Hein? Les gens croyaient que c'était dans la suite des deux premiers. Et il y a peut-être eu ça également qui a mal été commercialisé ou peut-être mentionné auprès des cinéphiles aussi, qui étaient des adeptes de la franchise également. C'est ça. C'est ça. C'est peut-être ça aussi qui n'a pas aidé. En 2016, quand la première bande-annonce de Ghostbusters est sortie, la première journée, ça a été la vidéo sur YouTube le plus détesté à cette époque-là. Et il y a beaucoup de gens qui disaient comme ça y est, après avoir visionné le film, ils ont détruit la franchise, c'est fini, ma vie est terminée. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Les studios essaient des choses, ils ont essayé. Ça aurait très bien pu marcher aussi. La version il n'y a pas eu de suite non plus. Hein? Non, il n'y en aura pas non plus, mais ça aurait pu trouver son public. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Ils ont essayé d'autres choses et ça a marché. Disons qu'ils ont essayé moins de choses que, mettons, la franchise Terminator. C'est un peu le même principe. Là. On essaye toujours de revenir à... On s'entend que la formule était soufflée. Là. Je pense que pour Terminator, ça, c'est peut-être un autre bague, mais vas-y, oui. Mais Terminator, on essaie vraiment de reprendre la formule de Terminator 2 et ça n'arrive jamais. Et là, Ghostbusters, oui, ça a pris du temps. Oui, celui de 2016 n'a pas fonctionné, mais là, ils ont trouvé quelque chose. Donc, s'ils veulent continuer dans cette ligne-là, bien, ils ont quelque chose de bon. Je ne l'ai pas vu, mais est-ce que, puis ne me brûle pas de punch, ne sois pas un divulgateur, mon cher, pour les gens qui regardent cette chronique, mais est-ce que ça a du potentiel? Est-ce que c'est dans un but éventuel? Je sais que j'ai vu les chiffres, par contre, du box-office qui sont excellents quand même. Oui, 181 millions. C'est excellent, là. Date. Donc, est-ce que c'est annonciateur de suite et qu'on va continuer cette franchise-là, selon toi? C'est évident. Oui. C'est évident. C'est les studios qui détiennent cette propriété-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que Jason Reitman puis tout le reste
décident de ne plus en faire, bien, c'est pas grave, ils vont essayer d'autres choses. Mais s'ils continuent dans cette formule-là, évidemment qu'il va en avoir d'autres et ils ont trouvé une bonne formule pour la suite. Avec plaisir, on sera là pour en reparler. Merci beaucoup, mon cher. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre chronique, un autre film. Merci. Merci. SOS Fantôme, osez parler, nous sommes prêts à vous croire. On est fermé. Voilà, c'est ce qui complète cette émission. Vous pouvez nous acheminer vos commentaires, vos suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, tout simplement letbrl.ca, aussi sur notre page Facebook. Je veux remercier toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied, de semaine en semaine pour faire de cette émission une réussite. Manon Lemieux à la recherche, Alain Huppé à la réalisation, Daniel Desaulniers, caméra, montage et également Daniel Pepin, également à la caméra. Et n'oubliez pas notre Bingo TV Laval tous les dimanches, 9h30, 3 500 $ cette semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. La question, est-ce que vous avez votre carte? J'espère que oui et je vous dis à très bientôt.